Now we care like we never were. And something tell me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read him twice. Just something tell me I'm bound to perfection. A thousand years and 2,000 years away we go. Now, can you tell? I'd like to say
Hop là. Salut à tous, c'est la revue de presse du monde moderne. Dis donc, bah oui, c'est l'heure, c'est presque à l'heure. J'ai eu chaud, j'ai cru que tout allait casser, mais non, ça tient. C'est à 9 heures tous les matins, ou presque. 9 heures, presque. Hein. C'est la revue de presse, c'est la revue de presse du monde moderne. Merci d'être toujours là, toujours aussi nombreux. N'hésitez pas bien sûr à partager le lien de cette revue, de ce stream sur tous vos réseaux, à hurler combien vous aimez ce format qui chaque matin vous permet rapidement ou pas, hein, c'est vrai que parfois c'est un peu long, de faire le tour de la presse des milliardaires et de comprendre comment on nous parle. Voilà, malgré la coupe de cheveux, ouais c'est vrai, j'ai pas... Allez, hop. Avant toute chose, vous m'avez demandé hier, je sais, hein, nous avons sorti enfin nos fameux élastiques à chibre, qui seront bientôt aussi des NFT. Avec chaque élastique acheté, vous aurez droit au NFT élastique. Alors, c'est très simple. Pour les commander, une seule façon, il suffit d'envoyer une enveloppe timbrée à l'adresse suivante. Voilà, le monde moderne, 112 avenue de Paris, CS 60 002 94 306 Vincennes, CEDEX. Je vous laisse noter cette adresse. Elle est très importante, c'est pour avoir ce magnifique objet. Voilà, je ne saurais que dire. Hein. Et vous voyez, il est gravé avec le logo du monde moderne. Hein. Il est entièrement en plastique. Hein. C'est vraiment de la merde. Et donc voilà, vous pouvez le commander en envoyant une enveloppe timbrée à cette adresse-là, le monde moderne, 112 avenue de Paris, CS 60 002 94 306 Vincennes, CEDEX. Voilà, vous savez comment faire. Hein. Je vous les ai laissés noter. Si jamais, je mettrai le lien, l'information un peu partout. Et comme ça, vous pourrez commander, bien sûr, cet objet de qualité qui fera de vous, à n'en pas douter, une star. Hein, quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un de particulier. Voilà. Puisque c'est quand même un signe de ralliement assez particulier. Alors, la taille, non, c'est taille unique. Hein. C'est unisexe et c'est taille unique. Hein. Voilà, ça brille dans le noir, hein, c'est important, c'est le seul truc voilà, et ça permet de détecter si jamais vous avez un peu de température. Alors, on commence cette revue de presse après cette page de pub par le journal de Bernard Arnault, Le Parisien, aujourd'hui en France, qui fait sa couverture, alors non, pas là-dessus, pas sur eux, sur le fléau des conducteurs sans permis. C'est dingue ça. Alors, il y a pire que les conducteurs sans permis, il y a le fléau des conducteurs sans permis sans passe sanitaire. Bon, mais ça c'est pour plus tard, mais déjà là, tu te dis quoi ? Les conducteurs sans permis ? Et c'est vrai, c'est quand même un truc assez dingue. Il y a plus de 770 000 conducteurs sans permis actuellement. Alors ça s'appelle le délit de défaut de permis qui ne cesse d'augmenter. Alors, le permis est cher, beaucoup se sont fait retirer le permis suite au système de points, mais ne le repassent pas. Le problème, c'est que quand vous roulez sans permis, vous roulez aussi sans assurance et c'est extrêmement dangereux. Et c'est devenu une triste routine pour les forces de l'ordre. Les conduites sans permis ne cessent de progresser. Voilà, pas une région n'est épargnée. Et puis, le coût, c'est 1800 € en moyenne, hein, le permis. Donc voilà, beaucoup de familles ne peuvent tout simplement pas le payer à leurs enfants. La complexité ensuite, pour avoir loupé l'examen, c'est compliqué. Et alors maintenant, il y a quand même des régions comme l'Île-de-France qui permettent de financer le permis de jeunes en insertion. Il y a des dispositifs, mais c'est vrai qu'il y a un vrai problème par rapport au coût de ce papier. Et après, il faut rouler de manière responsable. Et puis, la plupart de ceux qui roulent sans permis pensent qu'ils vont éviter le contrôle. Or, il y en a de plus en plus, hein, puisque... Alors, en ce moment, non, il s'est occupé plutôt à vérifier si vous mangez du couscous, mais... On ne sait jamais, voilà. Et puis 9% quand même des tués sur la route le sont par un conducteur sans document valide. Au-delà des risques pris par les contrevenants, il y a des victimes, une chaîne de violence, agression de policiers, de gendarmes, délits de fuite. Et puis, par exemple, l'exemple de ce retraité, par exemple, alors il a de la chance, un retraité à 63 ans, qui avait perdu son permis depuis 3 ans et qui finit dans le fossé, hein, alors qu'il était parti jouer aux boules avec plus de 2 grammes dans le sang. Voilà, ça c'est un champion. Et 63 ans à la retraite, bravo, hein, c'est 3 ans de retraite déjà.
pas de retraite de permis, de retraite tout court. 770 000 sans permis, voilà, c'est beaucoup. Et dans l'Oise, alors là, visiblement, ça explose. Donc, il y aura davantage de contrôle par rapport à ça. Donc, c'est quand même pas rien de se dire que voilà, un truc qui était quand même banal est devenu trop cher pour qu'on puisse le passer et pouvoir se mouvoir. Sans compter qu'après, il y a le prix de l'essence qui va être très cher. Donc, on revient sur le thème Mad Max. Hein. À la fin, tu vas rouler en vélo électrique, en slip en cuir, en hurlant « Je suis le roi du monde !» C'est pas pour tout de suite. Hein. En attendant, il faut quand même passer le permis. Pourquoi c'est si cher ? Je ne sais pas. Sans doute beaucoup de taxes. Ça permet de payer. Ça permet de... Je ne sais pas pourquoi c'est devenu aussi cher le permis. Ça n'a jamais été donné, mais là, on parle de plus d'un SMIC. Hein, donc, c'est pas évident. Alors, donc étrange choix de la couverture. Hein. Bon, mais c'est le Parisien. Quand même, on n'allait pas rater les annonces de Jean Castex hier. Jean Castex. Le retour. Bonjour, je suis revenu après quelques jours de mise à disposition de monnaie pour vous dire que donc il faut respecter les gestes barrières. Mais Jeannot, c'est pas toi qui dois dire ça. Tu les respectes pas les gestes barrières. Hein ? Non mais c'était dingue. C'était comme à la grande époque. Hein. T'avais le double acte Jean Castex, Olivier Véran pour nous expliquer. Oui, alors le Omicron, nous ne savons pas grand-chose, à part qu'il est très contagieux. Mais nous ne savons pas grand-chose. Hein. Sur la dangerosité, c'est une bonne chose. Il semblerait qu'il ne soit pas si dangereux que ça. Mais bon, il est très contagieux. Sur la vaccination des enfants, eh bien, les stocks Pfizer vont arriver donc, le 13 décembre et la vaccination va commencer dans la foulée, hein, quasiment le 20 décembre, hein, pour déjà 360 000 enfants à risque, obèses ou avec des comorbidités. Et puis ensuite, dès janvier, hein, vous pourrez dès 5 ans vous faire vacciner. D'ailleurs, il y a un article, je ne sais plus dans quel canard, où le petit... ah bah si, je crois que c'est Libé, le petit qui dit « Oh, j'aimerais avoir un vaccin pour mon anniversaire ». Comme, vous voyez, comme Justin Trudeau, finalement, il n'est pas si fou hein, quand il disait « Vous avez de la chance d'aller pouvoir faire vacciner pour votre anniversaire ». C'était pas si fou. Hein, je crois que Ah, quelle tristesse. Bon, alors oui, donc les gosses vont devoir garder le masque pendant la récré. Ok, donc 8 heures par jour avec le bout de tissu plein de morve. Bon, je sais pas si vous êtes parents, s'il y a des parents dans la salle, mais c'est pas possible. Hein. Il faut leur expliquer, c'est parce que eux ils s'en foutent, ils ont pas des enfants. La fille de Castex, elle a 12 ans, elle va pas à l'école. Enfin, je sais pas, elle va à une école où à mon avis c'est comme à l'Élysée. Hein. Hop. Macron il a pas de gosse, voilà. Véran il en a 2, je sais pas ce qu'il en fait. Je crois qu'ils les avaient rapatriés au ministère de la Santé à une époque. Donc non, à un moment tu dis non mais techniquement, que vous soyez professeur, chef d'établissement ou parent, 8 heures par jour, un enfant, un masque, ça ne marche pas. C'est techniquement pas faisable. Ou alors c'est vraiment un truc, là on est dans la haute technologie, on passe à l'EPR quoi. Mais donc voilà, donc je sais pas comment ils vont faire, mais j'espère que ça va un peu bouger du côté des parents pour dire stop, halt, on va s'arranger, vous inquiétez pas, il va choper le Covid et puis on va s'arranger. Hein. Mais c'est juste pas possible. Alors il y avait d'autres solutions, hein. Il y a des solutions sur la table, par exemple, fermer les écoles et laisser les enfants dedans. Voilà, ça c'est une solution qui permettrait de régler la solution. Le problème, puisque vous avez les enfants, vous leur filez à travers la porte hein, de quelques céréales le matin, et puis vous les laissez comme ça dans l'école fermée le temps que la vague redescende. Voilà, ça me paraît une bonne idée. Pendant les fêtes, vous avez des animations, le Père Noël qui passe, qui balance des seringues, tout ça. Puis je pense que les enfants seraient très contents et ça se passerait très bien. Et puis les discothèques, hein, puisque c'est évidemment boîte de nuit qu'on chope à mort le Covid. C'est surtout pas au Salon des Mères quand on serre la louche de tout le monde, qu'on crachouille dans le saucisson. Non. Donc dès vendredi, les discothèques ferment pour 4 semaines. Donc pas de bamboche hein, pour les fêtes de fin d'année. Et ouais, c'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça. Et puis puis la vaccination pour tous. Bref, on n'en sort pas de ce Covid. C'est quand même un truc, tu te dis non mais ça fait 2 ans qu'on fait du surplace. Là vous vous rendez compte, il y a un an c'était bon, il faudrait mettre papy mamie sur le balcon. Ok, là cette année c'est bon, il faudrait mettre papy mamie sur le balcon et bien leur dire de faire leur 3e dose. Ok, donc rien, ils sont sur le balcon mais tu leur dis de faire leur 3e dose. Ok, donc ça marche super ton truc. Ben oui, tu vois, puisqu'ils ont droit à 3 doses. Mais pourquoi ils sont sur le balcon ? Ah ben ça c'est parce que c'est le Delta. Il s'invite avec les huîtres là, tout ça. Et il faut pas plus de 6. C'est comme ça. C'est comme ça, monsieur, c'est comme ça. Donc je ne sais pas comment font les gens pour
croire, écouter encore ces mesures qui n'ont ni queue ni tête, qui n'ont plus aucun sens, si ce n'est un seul sens, broyer la volonté, faire en sorte que vous ne sachiez plus qu'est-ce que c'est qu'être humain, où vous habitez, qu'est-ce que c'est qu'un lien social, pourquoi obéir, qu'est-ce que l'État finalement. Et ça marche, les gens finalement se conforment parce qu'ils en ont marre, ils pensent qu'en obéissant ça va aller plus vite. Mauvais calcul. Mais bref, voilà, c'est formidable. Donc ils étaient très fiers hier. On a retrouvé Olivier et Jean faire leur double acte. Bon, allez, on va passer à autre chose parce que le Covid, vraiment, j'en ai ma claque. Et puis, alors là, vous allez voir, vous ne le connaissez pas encore. Hein, vous voyez ce petit monsieur là, on dirait le préfet l'allemand, mais un peu plus vieux. Eh bien, c'est Stefanini. C'est le talisman de Pécresse. Alors, moi, j'aurais plutôt dit la photo, j'aurais utilisé le titre d'un autre film, hein, mais non, c'est le talisman de la droite même, parce que ce vieux monsieur frêle, voûté, grand dans ses costumes trop larges, eh bien, c'est le faiseur de roi de la droite. Hein. C'est lui qui a fait la campagne de Fillon. Alors, il n'a pas gagné Fillon, mais il avait gagné par exemple la primaire de la droite, et c'était pas rien, c'était 4 millions de votes. C'est lui qui a fait des campagnes de Chirac, et là il fait faire la campagne de Pécresse. C'est un organisateur hors pair, un flingueur hors pair, il est exceptionnel. C'est simple, hein, c'est... Dès que Valérie arrive quelque part, il est où ? Il est où Patrick ? Il faut que je parle à Patrick. Il s'appelle Patrick, hein. Voilà, il n'y a pas plus méthodique et rigoureux que lui. C'est le gars dans un navire, on ne le voit pas, il est en salle des machines, mais on sait que tout va rouler. Bon, alors non, évidemment, il n'est pas dans un vrai navire, il n'est pas vraiment dans une salle des machines. Bon, il passe des coups de fil et il dit « Bon, dis non, Jean-Claude, tu te démerdes, tu m'amènes 4 bus, hein, blindés de militants chauffés à bloc pour dire « Valérie, présidente, pas maintenant, non, parce qu'il y a le Covid, mais on se revoit en janvier, allez, bonne fête. » Voilà. C'est la salle des machines, hein. C'est quand même pas le truc genre vas-y, lance-moi plus de charbon dans la gueule. Non, faut pas déconner. Voilà, donc c'est le talisman. C'est un conseiller d'État, évidemment. Hein. Et puis voilà, c'est un gros bosseur. Hein. Il travaille tout le temps. Et alors, quel est le secret d'une bonne campagne ? Eh bien, selon Patrick Stefanini, c'est la cohérence et l'espoir. Voilà, une présidentielle est un champ de mines, il a la connaissance des pièges à déjouer. Ça, c'est Geoffroy Didier, eurodéputé, qui dit ça. Voilà, c'est génial. Hein. Donc, tu te dis, putain, non, c'est quand même... c'est pas un champ de mines, hein, c'est une campagne présidentielle. Bon. Et puis il y a Macron, alors là si Stefanini c'est le talisman de Pécresse, Macron lui il est tout seul, c'est son auto-talisman à lui, il n'y a personne autour de lui, il va rester président, il va être en campagne, il va aller à Vichy, on va en parler, et l'idée, il va faire une petite conférence de presse avec des questions gentilles jeudi prochain, où on va lui dire « Monsieur le Président, vous êtes candidat à votre réélection ?» Il va dire « Écoutez, je suis concentré sur mon travail, d'abord le travail, d'abord la maltraitance jusqu'au bout, avant de faire 5 ans de plus, hein. Ça va être un sketch. Bon, ben voilà, vous le savez, vous êtes prévenus. C'est jeudi. En tout cas, voilà, c'est pas ce qui se fait de mieux. Voilà, Macron à Vichy, ben voilà, c'était suite après. Qu'est-ce qu'il va foutre là-bas ? C'est une visite lourde de symboles. C'est lourd de symboles, Emmanuel. Alors... Il va à Vichy, c'est pas pour rendre hommage au maréchal Pétain, même si ça paraît très logique. Hein. Non, c'est pour parler de la vie du quotidien, la vie de tous les jours. C'est pour parler aux Français proches du terrain. Là, il revient des Émirats. Hop, j'ai vendu pour plusieurs milliards de contrats à mon copain Ben Salman qui découpe les journalistes. On a bien mangé les cornes de gazelle, les macroutes et tout, c'était super. Il y avait des pétrodollars qui coulaient à flot. Et là, il va à Vichy, il fait froid. Vous avez rempli votre fiche de retraite ? Faites voir ça, là. Ouais. Non, mais je vais vous le faire moi-même. Hein, voilà, je suis le président, voilà. Puis vous aurez votre retraite à 80 ans, comme c'est prévu par la loi. Et donc là, il va jouer le candidat proche du peuple, comme on le fait. Donc quand il arrive, hein, la ville est bouclée, vous le savez. Et puis il y a un casting de fans d'Emmanuel Macron qui arrivent pour dire « Touchez-moi, Seigneur, touchez-moi, faites que je guérisse enfin. Ah ben, je suis pas malade, mais on sait jamais. » D'ailleurs... Le toucher d'Emmanuel Macron vaut 3 vaccinations. Hein. La position des mains, où qu'elle soit, c'est direct d'emblée, vous avez votre schéma vaccinal complet, 3 doses.
Donc ça vaut le coup de se presser devant les grilles où va passer la voiture présidentielle et d'essayer d'être touché par le démiurge, parce que ça permettrait d'éviter les 3 piqûres. C'est quand même pas mal. Mais bon... non, il va pas faire une cure non plus, il va parler, comme je vous le dis, donc de la vie chère, de son programme. Il va dire bien sûr Vichy, formidable ville, ville des justes, ville incroyable, ville qui a souffert, ville qui est encore là. Et alors, c'est le maire de Vichy, un maire Les Républicains, qui dit il y en a marre qu'on parle du régime de Vichy, parce que ça donne une très mauvaise image de la ville. Mais comment on fait? Mais il faudrait dire le régime de Pétain. Ah d'accord, oui, parce que personne ne voulait qu'il vienne là, parce que ça s'est passé comme ça, parce qu'il aimait bien les pastilles Vichy, la piscine, tout ça, mais nous, on ne voulait pas. Donc il se bat pour changer le nom du régime de Vichy pour que ça s'appelle le régime de Pétain, parce que ça ne fait pas venir les bons touristes. Voilà, donc il a dit voilà, c'est tout. Donc la ville de Richoux, la ville donc peut-être qu'Emmanuel Macron va lancer un grand plan France 2030, Vichy 2030, en disant voilà... Je vous ai compris, ville de Vichy. Et puis, c'est vrai, officiellement, le président de la République doit visiter le hall des sources, échanger avec une 50aine d'associations de la ville sur la question de l'engagement associatif. Bonjour, vous êtes dans la maison commune, c'est bien ça. Et il devrait ajouter à son programme des gestes mémoriels, arrêt devant la plaque honorant la mémoire des Juifs déportés et face à celle en l'honneur des 80 parlementaires opposés au maréchal Pétain devant l'opéra de Vichy. Voilà. Donc c'est que le début du retour des pérégrinations, le bâton de pèlerin, vous vous rappelez, je ne sais plus quand c'était cette connerie, vous avez dit il faut qu'il reprenne son bâton de pèlerin pour aller voir les Français. Non, mais c'est maintenant. C'est maintenant. Donc habitants de Vichy, préparez-vous, vous allez passer 2 jours sans pouvoir aller acheter une baguette. Vous savez que quand Emmanuel Macron arrive, c'est compliqué. C'est très très compliqué. Putain. Oh, regardez-le, c'est Jean Castex. C'est notre petit Calimero à nous. Regardez-le, on est tout sorti de l'œuf. Pas de confinement. Pas de couvre-feu. Alors oui, voilà, c'était le retour du double acte qui nous avait tant manqué. Jean Castex, Olivier Véran. La petite conférence de presse hebdomadaire, rappelez-vous, on avait pris l'habitude, ça rythmait un peu nos semaines. On disait, c'est jeudi, c'est la conférence des chiffres. Ah oui, les chiffres et les lettres. Alors ils changeaient la courbe toutes les semaines, ils savaient plus trop. Donc là, ils se sont dit, je crois que ça manque aux Français. Je pense que la France va mal parce qu'on n'a pas cette petite conférence hebdo. Donc ils ont inventé une épidémie de cas. Donc c'est génial, maintenant le taux d'incidence, en fait, tu regardes, c'est le même qu'on met. En fait, il n'y a rien qui bouge. Mais il faut se vacciner quand même parce que c'est la 3e dose, c'est magique. Donc vraiment, il faut faire la 3e dose. Elle est magique. C'est d'ailleurs ce que disait Jean Castex hier. Et puis bon, stade 3, ça veut dire que personne ne sait plus ce que c'est. Stade 3 ! Je mets la main sur la tête, c'est ça ? C'est quoi le stade 3 ? Tu sais, toi ? Il faut mettre le masque sur les yeux. Ah d'accord, ok, bon, stade 3. Élastique à chibre, ouais. Donc, stade 3. Il sent le plastique, il sent le bon plastique des usines à pétrole de Chine. Vous avez l'adresse, je vous la redonnerai en fin de stream, évidemment, pour commander votre magnifique objet du monde moderne, cet élastique à chibre, donc un bracelet en plastique qui brille dans la nuit. Dans la nuit, voilà, c'est un peu ce symbole de la lumière que nous gardons, que nous chérissons sous notre manteau en ces temps sombres. Donc le stade 3 à l'école, donc bon, tu te dis, tu sais ce que c'est toi ? Non, je sais pas, on enferme les gosses et puis je sais pas. Tu leur donnes un ballon avec marqué vaccin dessus, tu sais. Là, plus personne sait en fait. Alors si pas de pot de départ. Alors si vous partez à la retraite, ça se fête pas, ça se fête plus, c'est fini, les pots de départ c'est fini. Pareil, les boîtes de nuit c'est fini, plus de bamboche. Attention aussi les interactions sociales, fini les soirées. Ça c'était avant, voilà.
Et puis, courez vous faire vacciner, courez aller chercher cette troisième dose avec les dents, tendez le bras, tout ce que vous avez, l'enfant, tendez tout, parce qu'il y a plein de nouveaux centres, plein de nouveaux créneaux qui vont être ouverts pour que vous soyez enfin touchés par la magie Pfizer de la troisième dose. C'est un peu la magie de Noël, c'est cette troisième dose. Donc voilà, faut surtout pas, maman, j'ai raté le vaccin, ce serait dommage que le petit Kevin n'ait pas sa piqûre. Donc voilà, c'est vraiment dingue. Que les gens ne se rendent pas compte que ça fait 2 ans qu'on fait du surplace, qu'on joue avec nos peurs, alors que bon, il suffirait simplement, d'ailleurs, Montebourg en parlait, les traitements précoces. Pourquoi on ne revient pas dessus ? Parce que quand même, les médecins de ville te disent, c'est nous les premiers à voir les mecs arriver avec le Covid, en disant, si on avait un truc pour limiter la casse, il n'y aurait pas ce problème de l'hôpital. On n'aurait pas besoin de vacciner comme ça, avec un vaccin qui a des trous dans la passoire, les fameux trous du fromage. Mais non, c'est un délire. Je pense que ça a réduit complètement le cortex cérébral et les mecs sont enfermés dans un truc qui est il faut un pass, il faut emmerder les gens et il faut les vacciner. Pourquoi ? Je sais pas, ça se fait dans les pays riches. Ok. Bon jouons alors. Non mais sinon on va passer encore pour un pays pourri et tout. Non, faut le faire, ça fait riche. Ok. C'est dingue. Et oui, et puis Jean Castex, c'est quand même l'homme qui avait dit le meilleur moyen d'aider l'hôpital, c'est de ne pas tomber malade. Bon, c'est le mec qui respecte pas les gestes barrières, c'est le mec qui chope le Covid, qui a contact 10 fois dans sa carrière. Bon, c'est notre Premier ministre. Ouais, c'est le Premier ministre d'Emmanuel Macron, qui est notre meilleur président de tous les temps. On a de la chance quand même. On a quand même, tu vois, on vend du Rafale, mais on a une équipe d'avions de chasse au gouvernement, quoi. C'est quand même, ça fait plaisir de se dire, voilà, je pensais pas que, tu vois, on serait le 6 meilleur pays. Monde de Torenk, 2 mois d'abonnement, merci. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs, à nous suivre ici ou sur Patreon. Sur Twitch, vous pouvez partager bien sûr le lien de ce stream sur vos Twitch respectifs et sur tous vos réseaux sociaux. L'idée, bien sûr, c'est que plus on est de fous, plus on rit, plus on a de fourches, plus on a d'élastique à fibre aussi. Voilà, c'est un bon truc, ça. C'est un très bon truc. Il faut savoir qu'avant d'être Premier ministre, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais Jean Castex était Monsieur Déconfinement. C'est-à-dire qu'il avait déjà été choisi par Emmanuel Macron. À la base, il pantouflait dans le comité pour les Jeux Olympiques. Donc, il touchait, 15 000 par mois pour faire des déjeuners, des dîners, pour dire « Ah, c'est super ça, je trouve ça très bien ». Et puis Macron a dit « Il est bien, lui, dis donc. Je l'en ferai bien, mon monsieur déconfinement ». Et lui, du coup, il a payé très cher 4 cabinets de conseil pour gérer le premier déconfinement, qui a été le début de la flambée du Covid. Et après, hop, Premier ministre. Et depuis, bonjour, c'est Jean Castex. Ah, bonjour Jean, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'ai un spectacle de jongle avec mon ami Olivier Véran. Nous traversons la France avec le spectacle qui s'appelle Covid ou presque. Voilà, super. Voilà. Non, c'est dingue. Non, il est juste, c'est le parfait fonctionnaire. Tu lui donnes une médaille, il est content, voilà, donc ça marche. Hein. Vous savez, je crois que c'est... Je ne sais plus qui disait ça, peut-être Chirac, mais en politique, vous avez 2 sortes de personnes, hein, les manipulateurs et les idiots. Voilà. Après, vous savez où ranger les gens quand vous les voyez. Mais c'est vrai que c'est un métier particulier, hein, ça attire des profils particuliers, la politique. Voilà. Alors, pardon, je bois mon café pour les misophones qui nous écoutent. J'avais fait d'ailleurs un long papier sur la misophonie, donc voilà, je m'en excuse. Pourquoi tant de mesures à destination des enfants ? C'est vrai ça, pourquoi ? Alors, il y en a un qui sait, c'est Gilbert Deray. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Gilbert Deray, c'est un médecin de plateau complètement taré. Alors, lui, il est cramé de la tête du Covid. Voilà ce qu'il avait mis, il y a de ça 1 an. Je ne tue pas papy, je ne tue pas mamie, je mets bien mon masque. Et alors, c'était premier degré. Hein. Le mec a vraiment mis ça sur Twitter. Et après, il continue à faire les plateaux et tout. Ouais, machin, il faut bien vacciner, il faut bien leur mettre les masques, il faut bien les mettre à la cave. Si on peut les maraver un peu aussi, une petite baffe dans la gueule aussi, c'est bien. Hein, voilà, les enfants. T'es sûr qu'il faut frapper les enfants ?
Ouais, ça fait sortir le Covid des cavités nasales. Tu les baffes, quoi. Tu les... Voilà, c'est bien. C'est ce qu'il faut faire. Ah, c'est particulier comme méthode. Ben, c'est ça ou c'est la seringue dans les yeux, quoi. Donc maintenant, il faut qu'ils se calment. Hein. Je ne peux plus, moi, de ces gosses-là. Ils sont pleins de virus, là. Ils vont tuer papy, mamie. C'est pas possible. Je ne cache pas, quand même, une certaine inquiétude devant une société capable à ce point de maltraiter ses enfants. Ça veut dire qu'on est en fin de cycle, quoi. Là, ça ira pas plus loin. Si les parents ne sont pas capables de protéger leurs enfants, si les gouvernants font tout pour que les enfants soient maltraités de cette façon-là, pour rien, il suffirait en fait d'aider l'hôpital, les soignants, la recherche, hein, parce que Pfizer, ce n'est pas de la recherche, c'est du marketing de produits pharmaceutiques. Ça irait beaucoup mieux. Mais nous sommes dans une logique néolibérale et, je vous le disais, pour rembourser la dette, il va falloir donner de son vivant des bouts de corps, des organes. Il faut aussi maintenant sacrifier les enfants d'une certaine façon pour ne pas tuer mamie et pas tuer papy. Voilà. Donc, on a quand même affaire à un moment de civilisation qui est dingue, quoi. Et moi, je comprends pas qu'il n'y ait pas plus que ça remue pas plus dans les branches, quoi. Quand on est parent d'un gamin qui est en CE1, CE2, t'as pas envie qu'il ait 8 heures par jour le masque plein de morts sur la gueule. Enfin, je sais pas, ou alors je suis pas un parent normal, je ne sais pas. J'ai de la chance, ils sont grands les miens, mais ils auraient été petits en période de Covid, mais jamais j'aurais accepté ça. Puis j'aurais fait chier à l'école, je sais pas, mais là j'ai l'impression que c'est normal. Pourquoi tant de mesures à destination des enfants ? Parce que c'est la 5e colonne, c'est l'ennemi de l'intérieur, enfin. Mais oui, le rôle des enfants dans la transmission, ça n'a pas toujours été clair. Ah bah allez-y, vous pouvez vous abonner, le train de la hype vient de démarrer, donc vous pouvez donner vos points de chaîne, offrir des abonnements. Tonton Ren vient de s'abonner pour 1 mois de plus, merci beaucoup. Et vous avez 5 minutes pour vous abonner, renouveler votre abonnement avec Prime. N'hésitez pas, c'est une grande fête, ce train de live. Ça permet aussi à ce stream de monter dans l'algorithme, hein, et d'être vu par encore plus de personnes ici sur Twitch. Donc, je vous en prie, faites-vous plaisir, faites-nous plaisir, sauvons nos enfants. Avec Twitch, d'ailleurs, ils jouent sans doute à des jeux vidéo, ils sont sur cette plateforme, ils ne se rendent pas compte de ce qui les attend. Parce que on rigole là, c'est le masque, le vaccin, mais c'est quoi l'avenir de ces gosses ? Bah après, écoute-moi bien Kevin, bon, Timmy, écoute-moi bien Timmy, tu travailles à la mine et estime-toi heureux, tu as un travail, mais la plupart de tes petits camarades qui n'ont pas de travail, qui travaillent dans des fermes à organes, ceux-là aimeraient beaucoup pouvoir creuser à plus de 1000 mètres tous les jours, hein ? Et puis la retraite, oui, la retraite, ça c'est une fable, c'était du temps de ton arrière-grand-père, les gens s'arrêtaient de travailler à 60 ans, parce qu'ils étaient feignants. Parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était que cette valeur travail. Et quand tu vois tous les candidats à la présidentielle, on va en parler après, dont le programme c'est plus de finances autoritaires. En réalité, hein, l'idée c'est de casser la République sociale, de casser les droits sociaux. C'est pas des acquis, c'est des droits. Faire en sorte que le modèle Uber, l'atomisation, la vente de la force de travail, le corps du prolétaire redevienne finalement cette matière première à broyer du capitalisme. Il faut se réveiller. Voilà, c'est pas un avenir enviable. Je crois pas que faire qu'il y ait davantage de captation de richesse, davantage de productivité, normalement plus de productivité, plus de temps libre, hein, plus de santé, plus de société harmonieuse. Là, on a eu plus de productivité, plus d'argent magique, plus d'ultra riches et plus de pauvres. C'est un peu comme le coup de la 3e dose, quoi. Tu te dis, mais attendez, je comprends pas votre truc, c'est pas normal. Enfin bref, voilà. Donc pourquoi tant de mesures à destination des enfants ? Parce que c'est eux le virus, c'est eux qui vont nous tuer, salauds de gosses. C'est à peu près ça. Hein. Donc voilà, alors on va vacciner, fin décembre, ils sont contents. Vous avez une carte aussi de la vaccination des enfants dans le monde. Parce qu'on dit, puisque quand même, on les maltraite pas, nous, on les vaccine. Regardez, tous les pays en bleu, c'est pas les pays où il y a des schtroumpfs, c'est les pays où ça vaccine les gosses. Et alors, vous avez le Canada, avec l'ami Justin. Ça va les enfants, ça va les enfants, c'est Willy Wonka de Pfizer. Hey, c'est l'ami Justin. Ouais, je viens à ton anniversaire de 5 ans te vacciner. Tu veux pas ? Comment ça, tu veux pas ? Tu sais qu'il y a des petits enfants qui meurent de faim, qui aimeraient beaucoup avoir un vaccin. Alors maintenant tu vas te faire vacciner. Ah, ce taré de Justin Trudeau.
Joe Biden, lui, il a peur évidemment des gosses, hein, c'est un papy. Alors Joe Biden, quand même, il s'est fait avoir parce qu'on l'a vu il y a 15 jours faire son shopping de Noël sans masque. Et là, on dit non, mais faites un effort sur la mise en scène quand même, parce qu'à chaque fois, on vous prend la main dans le sac, la main dans le saucisson, là, la main dans le slip, sans masque, et derrière, vous dites aux gens attention, attention, c'est très dangereux. Et vous, on voit bien que vous en foutez. Brigitte Macron, si elle en a tellement rien à foutre, à chaque fois, c'est genre ah oui, merde, le masque, merde. Tu sens bien que c'est pas naturel, quoi. Ils le mettent jamais. Et toi, il voudrait que ton enfant le porte 8 heures par jour. Non, non, les clowns tueurs. Non, on va passer à autre chose, hein. Je crois qu'il est temps, peut-être, de prendre vos responsabilités de parents, quoi. Et puis la Chine vaccine avec son truc, ils se sont dit pareil, nous on en fait une dose pour tout le monde. Et puis nous on est en petit bleu là, tu sais, c'est pas un gros bleu, c'est un petit bleu clair, ça commence à peine, mais on voit bien que l'Autriche, l'Allemagne, la France, hein, c'est voilà la prunelle de nos yeux de l'Union Européenne, ça y est, hein. Puis alors Manu va être président de l'Europe en janvier, donc t'inquiète pas que le passeport vaccinal européen, il est dans les tuyaux, j'en parlais de ça il y a une semaine. Et ils sont en train de se mettre d'accord sur un passeport qui ne durerait que 9 mois à partir de la dernière injection. Donc c'est pas 12 mois, comme a dit Albert Bourla, on serait sur du 9 mois, à peu près. Hein. C'est le temps d'une gestation, c'est le temps d'emmerder les gens pour pas savoir en quelle année on est, c'est le temps de rendre le truc impossible à vivre, c'est le temps, vraiment, nous vivons une époque infâme. Il serait temps de se réveiller. Vraiment. Parce que je veux bien, hein, attention, il faudrait pas que papy, mamie, hein. Bon. Bonjour papy, bonjour. Là, t'as tous les pads. Tes enfants, tuez-les, attrapez-les, tuez-les. Non mais calme-toi, c'est des enfants. Ils sont dangereux. Voilà, c'est la fin. Quand on est là, tu sais que c'est la fin. D'ailleurs, Libé en rigole, Covid et enfants, ça vous pend au nez avec un dessin de Coco en couverture qui montre quoi ? Eh bien, une crotte de nez Covidée géante qui s'abat sur les parents. Et oui, parce que en fait, il y a très peu d'enfants hein, qui font un Covid grave ou long. Il y en a malheureusement, hein, et c'est à déplorer. Mais globalement, c'est pas la tranche d'âge qui morfle. Hein. Donc les vaccinés, c'est vraiment pour ne pas tuer papy-mamie, hein, Gilbert. Ah, je ne tue pas papy, je ne tue pas mamie. Par contre, j'ai tué belle Tati, hein, parce qu'il y avait un bel héritage quand même. Mais c'est Gilbert, il m'a dit de pas mettre mon masque quand je suis allée voir Tati Geneviève. Il m'a dit qu'il voulait qu'elle crève cette salope et pour récupérer les meubles et puis... Et t'as dit ça ? Oui. T'imagines le truc. Non mais c'est infernal. Ça n'empêche rien, mais enfin, c'est voilà. Il vous reste encore 1 minute pour vous abonner ici. Merci à Zamoil d'avoir pris un abonnement avec Prime. À Sayusa 1444 également, 2 mois d'abonnement, donc n'hésitez pas, vous pouvez encore vous abonner pendant que le train de la hype est là, c'est important pour nous que vous soyez toujours aussi nombreux devant cette revue de presse, à partager bien sûr le lien de ce stream, à l'héberger sur vos réseaux, et puis à nous suivre ici ou sur Patreon. Et puis pour les abonnés, c'est important, eh bien chaque nouvel abonné recevra ce magnifique élastique à chibre du monde moderne. Pour le recevoir en fin de stream, je vous explique qu'il suffira d'écrire tout simplement à l'adresse postale du monde moderne. Tiens, je la mets tout de suite puisque je fais de la retape, soyons logiques. C'est là, voilà, le monde moderne. Attendez, je vais mettre l'enveloppe dans un coin. 112 avenue de Paris, CS 60 002 94 306 Vincennes CEDEX. Voilà, avec une enveloppe timbrée et vous recevrez ce magnifique objet, voilà, qui protège de tout, hein. Franchement, là, avec ça, vous êtes blindés. Donc voilà, l'IB qui nous parle du Covid avec les chiffres. Oh là 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 là, mais comment on teste ? Les jeunes, qu'est-ce qu'on se rend compte de quoi ? Mais regardez-moi ce taux d'incidence. Élémentaire, collège, maternelle, les classes fermées qui ne font qu'augmenter. Ça y est, c'est une épidémie de jeunes. Déjà qu'on n'en avait pas beaucoup, la natalité n'est pas non plus déconnante en Europe. Et bien maintenant, on en a peur.
Je trouve que ça va vraiment aller de pire en pire en fait. Donc voilà. Je ne suis pas propagandiste, je pense que je fais mon métier justement en critiquant un narratif officiel qui est totalement pété. Voilà, puisqu'il suffit de parler d'une explosion de cas, on n'est pas encore avec, comme ça a été le cas, hein, une épidémie fulgurante de malades dans les hôpitaux. Très loin. Et puis, on peut se rassurer du fait qu'on a le vaccin et que le vaccin protège, empêche des formes graves, nous dit-on. Alors pourquoi autant de délire ? Moi, je suis juste là pour essayer qu'on garde la raison dans cette folie covidiste. Après, si vous y croyez, si c'est votre délire, si vraiment vous aimez vous faire peur, je peux plus rien pour vous. Mais à un moment, c'est quand même ce qui se trame n'a rien à voir avec quelque chose de sanitaire. Le fait d'avoir des contrôles d'identité dans la rue pour voir si vous avez un pass pour prouver votre statut sérologique, je suis désolé, ça n'a rien de sanitaire. On n'a jamais fait ça pour la gastro, on n'a jamais fait ça pour la grippe saisonnière, même certaines grippes très violentes qui ont tué beaucoup. Le Covid, bien sûr, est un virus beaucoup plus grave que celui de la grippe, mais on commence quand même à le connaître, ce Covid, même s'il y a beaucoup de variants. Ah là là. Donc voilà, donc je ne suis pas là pour faire aucune propagande, simplement pour débunker la propagande officielle, celle des médias qui appartiennent à des oligarques et celle du gouvernement qui voudrait nous enfermer en fait dans une bulle de peur permanente. Casser les relations sociales, casser aussi simplement les volontés, de dire mais attendez, n'ayez pas peur, comme dirait Jean-Paul II. Ce pape qui avait béni Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell. C'est dingue. Donc voilà, donc s'il y a des trolls, s'ils kiffent le vaccin, s'ils adorent, s'ils ont des actions Pfizer, bravo à eux, c'est génial. Maintenant, voilà, vous pouvez passer votre chemin, il n'y a aucun problème. Moi, je suis pas contre le vaccin. Faites-le si vous voulez. Moi, ce que j'aime pas, c'est qu'on emmerde les gens, en fait, en disant, vous êtes obligés de le faire. Mais pourquoi ? Mais parce qu'il faut sauver tout le monde. Mais ça marche pas, ton truc. Si, c'est magique. Ah d'accord, tu vois. Donc à un moment, non, tu dis non, j'ai pas envie de rentrer dans ce truc où on va me contraindre. Voilà. Et ça n'a rien à voir, le pass sanitaire, avec un permis de conduire, par exemple. C'est très différent. Donc la magie. Non, mais c'est bien. Où est Epstein dans les journaux ? Alors non, sur Epstein, l'affaire a été quand même traitée dans l'IB, dans Le Parisien, dans Le Figaro, lors de l'ouverture du procès Maxwell la semaine dernière. Donc on ne peut pas dire qu'on ne parle pas de l'affaire Epstein. Il y a eu des documentaires sur W9. Donc non, les médias font leur taf. Là, en ce moment, de toute façon, c'est un procès qui va être extrêmement long. Maxwell ne va rien dire. Et par contre, l'enquête de long cours est très difficile à faire, puisque personne ne parle. Et les noms du petit Black Book, il y en a. Oui, il y en a. Mais de là à savoir s'ils ont fait des trucs avec Epstein, ça, c'est plus compliqué. Voilà, donc épidémie d'enfants, donc ça j'y peux rien, donc voilà, vaccinez-les, mettez-les dans les caves, des cotons-tiges dans le nez tous les matins pour vérifier les crottes de nez de la veille, et le masque bien sûr, 8 heures par jour, si possible, s'ils peuvent dormir avec le masque, c'est encore mieux. En Ukraine, ça déconne pas. Là, le Covid, ils en ont un peu rien à foutre, parce qu'il y aurait une invasion russe qui se profile à la frontière. Alors, ça c'est un modèle de la guerre d'information. L'Ukraine, vous le savez, il y a eu la bataille du Donbass, il y a eu une invasion russe, effectivement c'est un territoire russophone, mais indépendant, et donc là, il y a les États-Unis, encore eux, ont peur, et de sources sûres, sont à peu près sûrs que pour fin janvier, la Russie prépare une invasion de l'Ukraine. Donc les mecs se disent, bon, préparez-vous. Donc les Ukrainiens se préparent. Ils ont créé des milices, donc une armée de réservistes, 80 000 réservistes, c'est eux que vous voyez en train de s'entraîner dans les banlieues de Kiev, pour parer à toute éventualité, parce qu'ils savent que c'est possible. Mais ils n'ont aucune preuve, aucune certitude. Donc on entretient finalement cette peur panique de l'invasion. Elle est réelle, il y a eu des morts, c'est une guerre chaude sur le continent européen, en Ukraine, c'est une vraie guerre. Et donc, aujourd'hui, la question se pose, y aura-t-il une invasion de la Russie fin janvier ? Alors, que tout le monde se rassure, Joe Biden et Vladimir Poutine vont faire une visioconférence pour
tout aplanir, hein, parce qu'il y a aussi beaucoup d'avions américains qui sont au-dessus de la mer Noire. Je ne parle même pas de la Baltique. La Baltique, c'est simple, hein, tu lances une ligne, tu ramènes un sous-marin. Donc voilà, c'est vraiment le dernier terrain de jeu otanesque, les derniers soubresauts de la guerre froide. Et les Ukrainiens ne sont pas dupes, ils n'en veulent pas aux Russes, mais ils savent très bien qu'il faut se préparer. Tout est possible dans un monde d'incertitude, et notamment une invasion territoriale. Alors voilà, vous verrez, je vous montrerai le setup de stream de Vladimir. C'est quand même c'est un autre niveau que celui du monde moderne, mais c'est le Kremlin en même temps. Et puis, mais qui c'est que c'est que ça? Qui c'est lui? Qui c'est lui? Je suis sûr que vous ne savez pas qui c'est. Et pourtant... Non, Siri, je ne te demande pas qui c'est lui. Et pourtant, ce monsieur, hop, c'est un préfet, oui, qui s'appelle Christophe Bay. Et alors, c'est un préfet qui a des états de carrière incroyables et qui a fini par être conseiller, directeur de campagne de Marine Le Pen. Christophe Bay, avant ça, il a été de tous les cabinets ministériels, conseiller, énarque, promotion Je Monnaie. Il débute sa carrière dans les années 90, dans la haute fonction publique. Sous-préfet, il impressionne ses supérieurs, il travaille pour Jean-Jacques Kéran, ensuite il va se retrouver chez Jean-Pierre Chevènement, appelé ensuite au ministère de l'immigration de Brice Hortefeux, il va en être un des principaux ateliers, cheville ouvrière, pardon, directeur adjoint de cabinet, et puis il se rend compte que sous l'ère Sarkozy, la méritocratie, ça ne marche pas. Lui, c'est un bosseur. Hein. C'est un mec, vraiment, il a voué sa carrière à la France. C'est incroyable. Et oui, en fait, tu te rends compte. Alors oui, il était très emmerdé parce que comme il avait commencé sa carrière avec Chevènement Kéran, il voulait pas qu'on pense que c'était un mec du PS parce qu'il avait quand même milité avec le GUD, que bon, il était quand même très très à droite et donc ça l'embêtait un peu d'être vu comme un mec de gauche. Donc il s'est bien rattrapé avec Hortefeux, hein, qui avait fait son petit ministère des Auvergnats. Et donc là, paf, le voilà qui attend la promotion. Nicolas Sarkozy dit oui, c'est vrai, il n'est pas mauvais, hein, mais moi il faut que je mette des femmes préfètes, hein, puis il faut que j'ai des potes à mettre aussi avant lui. Et donc il voit tous les mecs passer avant lui. Et il se dit mais attendez, mais moi je bosse comme un acharné, je fais tout pour vous, pendant que Brice Hortefeux il fait que rien du tout. Et c'est quoi? Une petite médaille? Mais c'est pas suffisant, monsieur le président. Donc il est un peu fâché. Donc à la fin quand même, il lui file une préfecture. Et là il pète un câble. Et là le mec, il s'est pris pour le roi Soleil. Donc le problème, c'est qu'il est obséquieux avec les puissants et tyrannique avec les plus faibles. C'est ce qu'on appelle un petit chef. Un petit chef préfet, bon, ça fait des étincelles. Et il se retrouve avec une secrétaire générale de préfecture, une jeune énarque, femme, qui va l'alpaguer pour des frais particuliers, des rideaux à 7 000 balles, un canapé à 18 000 balles, des frais de bouche pour la Saint-Valentin à 4 000 balles, des roses, des machins, enfin bref, le mec mène grand train avec l'argent public. Il dit, c'est normal, je suis préfet, on est là pour représenter, pour inviter, c'est normal, on invite bien. Jusque-là, tout va bien, sauf que petit à petit, elle commence à couper beaucoup les vivres. Lui, en a marre, pète un câble. Il y a une affaire, l'IGS, il monte une affaire de barbouzerie foireuse où il s'est fait utiliser. Il tombe en disgrâce et le voilà qui ressort en tant que directeur de campagne de Marine Le Pen. Et là ressort une autre affaire, celle d'une accusation de viol par une de ses employées à la préfecture. Avec qui il a une vraie relation, il lui offrait des roses et tout, ça se passait très bien, sauf qu'il était un peu possessif et qu'il y a eu quelques sessions de sexe un peu déplacées, au dire de la plaignante. Bref, voilà où nous en sommes. Donc tu comprends après le corps de la préfectorale, hein, c'est quand même pas non plus que le haut du panier, quoi. Et donc voilà, ce monsieur maintenant est directeur de campagne de Marine Le Pen et je crois que indirectement, le plan de la droite extrême va être de faire tomber Le Pen pour faire monter Zemmour. Donc on va voir des couteaux là dans le camp de l'extrême droite parce qu'ils adorent ça, se faire la guerre. Rappelez-vous l'époque Maigret, pour ceux qui connaissent, Stirbois également, Stoller. Il y a eu quand même, au tout début du Front National, un responsable de ce parti qui est mort dans un attentat dans sa voiture, quoi, tout simplement.
D'ailleurs, on fait de la politique à l'ancienne, mais vraiment à l'ancienne. Donc voilà, c'était un petit point sur lui. Christophe Bay, en disant que voilà, la plainte a été classée sans suite, mais on voit bien que ça cherche à faire tomber les uns les autres. Et puis attention au préfet, hein, c'est quand même pas non plus préfet d'extrême droite, c'est visiblement faut aimer l'ordre, hein, mais bon, tu peux aimer l'ordre et être cool, non, je sais pas. Après, je n'ai de leçon de donner à personne, c'est le bordel chez moi, mais bon. Alors, le Quai d'Orsay, la fronde contre le démembrement des corps. Très bon jeu de mots, puisque vous savez, Emmanuel Macron a lancé le démembrement des corps d'État. Et c'est extrêmement dangereux parce que dans les corps d'État, vous avez l'inspection des finances, certes, mais aussi l'inspection des affaires sociales. Et puis le corps des diplomates, par exemple. Enfin, des corps qui sont autant de contre-pouvoirs à son pouvoir monarchique absolu. Et donc, pour lui, c'était une réforme en profondeur de l'État, avec l'inquiétude maintenant de voir en réalité des profils qui ne seront pas les bons arriver à des postes de commandement. Donc on va être dans le népotisme, la kakistocratie, c'est-à-dire le règne de la médiocrité, et plutôt que cette fameuse méritocratie qui n'en est plus vraiment une. Alors voilà ce que disait Emmanuel Macron. Vous allez voir, le langage choisi dit tout du personnage. N'ayons pas une armée faite pour une guerre de tranchées quand la guerre actuelle est une guerre de mouvement. Alors déjà la guerre, hein. Le mec, tu vois, qui kiffe être en guerre. Hein. Est-ce que je pourrais faire une petite guerre avec mes Playmobil dans ma chambre ? Une vraie, avec des rafales. Ah, génial. Donc voilà, c'est la guerre, c'est son truc. Devant les diplomates, je ne crois qu'à une chose, c'est la stratégie de l'audace, de la prise de risque. Ça, c'est le vocabulaire vide, tout pété des néo-managers, hein. L'audace, la prise de risque, du petit manager qui est dans une grosse boîte comme Pfizer ou Total, hein, qui est là, genre, il faut de l'audace, hein, faites-les bosser 24 heures par jour, ça c'est de la prise de risque. Ça veut rien dire, mais c'est pas grave, c'est ce petit discours, tu vois, qui veut rien dire, qui veut juste dire, je veux simplement tout péter et faire une loi sans foi ni loi. Et donc, cette volonté présidentielle de bousculer l'institution va jusqu'à, par exemple, virer Christophe Farneau, directeur de la direction Afrique du Nord et Moyen-Orient au Quai d'Orsay. Ça a suscité l'émoi parce qu'il était incroyable. Je n'ai jamais vu ça, confie un ancien patron de la direction, normalien, énarque. Farneau a été ambassadeur en Grèce et en Afrique du Sud après un passage chez Thales, le profil type du spécialiste reconnu, proche du terrain et bonifié d'un passage dans le privé. Mais c'est la décision du président. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé entre Macron et Farneau. Visiblement, il a dû dire un truc qu'il ne fallait pas au roi. Et bam, le fait royal. Donc c'est terrible de voir que Macron, en 5 ans, a foutu en l'air des corps constitués de la République, importants pour le fonctionnement de ce pays compliqué, tout simplement pour asseoir un pouvoir absolu. On n'avait jamais vu ça. C'est l'Ancien Régime, les amis. C'est l'Ancien Régime. Et alors avec une presse de cour, bien sûr, qui en fait des caisses. Hein. Donc on n'est vraiment pas sorti le cul des ronces. C'est quelque chose d'extrêmement inquiétant. Donc voilà où on en est. Ce démembrement des corps, il n'est pas anodin. Il va de pair avec la violence d'Emmanuel Macron. Violence à la fois sur les mouvements sociaux, mais violence aussi sur ce qui pourrait être des contre-pouvoirs à son pouvoir absolu. Et puis le Figaro qui est joueur. J'ai trouvé leur une assez mignonne, puisque voilà, vous avez Valérie Pécresse s'invite dans la bataille du second tour et c'est une photo de Merkel. C'est n'importe quoi le Figaro. Qu'est-ce que c'est que cette blague ? Et alors en fait c'est pas une blague du Figaro, c'est parce qu'il y a un grand dossier sur le départ de Mouty, mais quand même le titre avec la photo, coucou je m'invite, c'est très drôle. Et c'est vrai que Valérie Pécresse l'a dit, hein, elle est un peu Merkel, un peu Thatcher, un peu... Qu'est-ce qu'il y aurait comme autre femme Elle n'a pas osé Jeanne d'Arc, c'était déjà pris. Puis peut-être qu'elle n'entend pas des voix non plus. Mais du coup, tu te dis, voilà. Et donc, c'est magnifique, quoi. Alors, soit c'est l'inconscient qui parle, soit c'est vraiment un clin d'œil, une blague appuyée. En tout cas, merci le Figaro pour ce petit sourire matinal sur Valérie Pécresse et Angela Merkel.
D'ailleurs, Valérie qui s'invite dans la campagne, ça donne ça. Ça, c'est les chiffres. Alors, vous voyez, hein, c'est le dernier sondage IFOP machin. Bon, vous savez, c'est les sondages. Vous savez, c'est les trucs qui se plantent tout le temps. Puis après, ils disent, mais on avait raison. On avait raison. Alors voilà, qu'est-ce qui se passe au premier tour, les intentions de vote? Eh ben, 0,5% pour Nathalie Arthaud quand même. 0,5% pour Philippe Poutou, c'est déjà 1% pour le Bloc Trotsky, c'est beaucoup. Fabien Roussel est à 2,5%, c'est quand même quelque chose d'assez fort. Jean-Luc Mélenchon est à 9%, il prend des points également. Bon, ça, c'était avant les meetings, je pense. Anne Hidalgo, elle, est à 5%. Ça bouge pas, hein. Ça bougera pas, je pense. Je pense qu'on peut arrêter là. Arnaud Montebourg, lui, est en passe d'arrêtada. Hein, ça remontada, 1,5, c'est... Voilà, il est sous Fabien Roussel, et puis je pense que bientôt Poutou pourrait lui passer devant. Il suffirait que Poutou prenne plus le TER et fasse plus d'émissions dominicales. Tu vois, si France Info invitait Philippe Poutou autant que Arnaud Montebourg, je pense qu'il serait loin devant en termes d'attention de vote. Macron, bon, bah, c'est le meilleur président, donc il est à 25%. Hein, ça, il est toujours sur son monde de l'Olympe, parce que c'est Jupiter. Donc il est intouchable. Hein, c'est quand même, il est sûr de gagner, vous allez voir en plus. Hein, qu'il est en face, il est sûr de gagner, parce que c'est un champion. Valérie Pécresse est à 17. Ça, c'est... Ah, Valérie, quoi. Parce qu'elle était à 10 avant. Hein. Mais comme elle a été chef du Congrès, là, hop, 17. Dupont-Aignan est à 2,5 devant Montebourg. Éric Zemmour est à 13. Voilà, 13. Je vois qu'il y en a qui souhaitent lancer des chaises dans la gueule de militants antiracistes. Alors je vous le dis une fois encore, non, c'est pas le moment, il y a des caméras. Voilà, on fera ça après tranquille. Mais Marine Le Pen est à 17 aussi, hein, au coude à coude avec Valérie Pécresse. Et puis Jean Lassalle est à 0,5. Jean Lassalle, candidat de la ruralité. Donc voilà, ça c'est les... On a à peu près tous les Pokémon hein, qui sont alignés, donc choisissez celui avec la meilleure attaque si vous voulez gagner, ou la meilleure parade, ça dépend de votre stratégie dans l'arène des Pokémon, mais c'est assez impressionnant hein, de voir où on en est, donc c'est des sondages, donc ça veut rien dire. Et puis vous avez le second tour, alors voilà, question, hein, si dimanche prochain devait se dérouler le second tour de l'élection présidentielle. Mais non, mais dimanche prochain, non, je vais à la chasse. Il n'y a pas le tour de l'élection présidentielle. Ah ben si. Alors, eh bien, ce serait Emmanuel Macron qui gagnerait de toute façon face à tout le monde. Hein. Alors, il écraserait Zemmour. Il gagnerait un petit peu devant Le Pen. Et il aurait un petit peu de mal avec Pécresse quand même. Voilà. Et face à Mélenchon, non, vous ne l'avez pas testé? Non? Vous ne voulez pas essayer pour voir? Non? Bon, donc voilà, les candidats de droite sont sûrs d'être élus. Hein, en gros, c'est ça que nous disent les sondages. Donc ne désespérez pas, hein, la France aura un nouveau président ou une présidente de droite, voire d'extrême droite. Tout ça, c'est bien fait. Hein. Comme ça, vous n'aurez plus de retraite. C'est les réformes nécessaires qu'il faut faire. Vous aurez l'Union européenne qui vous sera vendue sur un plateau parce que c'est le dialogue, c'est la chance qu'on a. Vous allez voir, la conférence de jeudi de Macron, ça va être génial là-dessus. Et puis, vous aurez un marché du travail de la peur permanente avec un pass social qui va sans doute arriver après juillet 2022 puisque vous acceptez ce pass sanitaire inutile, liberticide et dangereux. Donc, voilà. Alors, à propos de Valérie et d'Éric Ciotti. Alors, Valérie et Éric Ciotti, c'est une histoire d'amour comme on n'en fait plus. C'est un petit déjeuner ou un dîner autour des chandelles qu'on se retrouve, toujours amis, Éric Ciotti et Valérie. C'est pour la vie qu'on est dans le même parti, qu'on veut sauver le pays, faire des réformes qui font mal à tous ces Français, c'est trop banal. Oui, pour nous, c'est pour la vie, Éric Ciotti et Valérie. Tin, 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 tin.
Voilà, donc le métier de ces gens-là, comme vous le voyez, c'est globalement de déjeuner, de dîner, de se taper la cloche et de se faire des petits plans foireux entre amis pour dire attention, moi j'ai bien envie de lui mettre un poignard dans le dos à lui. Ah ouais, ce serait marrant, ouais, qu'est-ce qu'on fait? Bah tu vois, lui, là, dans la région où il veut, eh ben pas du tout. Ah bah voilà, d'accord. Et après, il regarde la caméra, il rigole, ils disent bon les Français, faut bosser maintenant. La retraite, c'est pas avant 67 ans, hein, faut pas déconner. Ah non, mais on vit vieux maintenant, on vit bien, hein. Faut. Il y avait Libé d'ailleurs qui publiait le fait que les retraités les plus pauvres ne voyaient pas la retraite. En fait, il y a 62 ans, ils étaient déjà morts, pour 25% d'entre eux. C'est beaucoup. Mais bon, c'est pas quelque chose qui frappe quand tu déjeunes dans un palace. T'as autre chose à foutre que de penser aux mecs qui bossent, quoi. Hein. Faut penser d'abord aux finances du pays, à la dette. Donc là, ils se sont mis d'accord, hein, Eric et Valérie, sur un programme commun, un programme pas commun, qui va faire du bien au pays. Et elle explique hein, que voilà, elle voit Éric Ciotti comme l'héritier de Charles Pasqua. Il y a une bonne nouvelle hein, que je suis venu partager avec vous. La droite est de retour, parce qu'elle était hier dans le village hein, d'Éric Ciotti. Et donc, gros meeting face caméra, tout allait bien. Voilà. A-t-elle clamé avant de se dire très fière de pouvoir compter sur celui qui défend des valeurs d'autorité, de liberté et d'identité. Éric aura une place singulière dans ma campagne. A-t-elle répété sous les applaudissements en soulignant l'urgence de dire stop au laxisme, à l'immigration incontrôlée et aux lois bafouées. Puis elle a ajouté « Il va plus loin que moi sur certains thèmes et donc je vais regarder si mon projet peut être pimenté par un certain nombre de ses suggestions. » Un peu de piment, Valérie? Oui, dans mon bar à la croûte de sel, oui, s'il te plaît, merci. C'est génial. Elle s'est également engagée à prendre en compte la vision profondément réformatrice de Ciotti sur le plan économique, hein, notamment sur la fiscalité du patrimoine et la baisse des impôts, puisque il n'y aurait plus de taxation sur l'héritage. Donc les plus riches seraient encore plus riches. Ils se démerdent déjà hein, pour faire en sorte que l'héritage ne soit pas taxé trop, mais là ce serait vraiment officiel. Et puis la baisse des impôts, ça veut dire moins de services publics, mais ça on s'en fout puisque les services publics c'est pour les pauvres. Ils ont qu'à être actionnaires, ça suffit à la fin. Non mais c'est un choix aussi d'être pauvre. À un moment on peut se sortir les doigts du cul et puis travailler. Hein. Mais oui, mais c'est comme ça que beaucoup de gens pensent malheureusement. Il faudrait, avant de pouvoir se présenter à une élection présidentielle, passer un an à faire des maraudes avec le Secours populaire, avec le SAMU social, travailler avec des associations d'insertion, enfin voir ce que c'est que la pauvreté, la toucher du doigt, puis essayer de survivre avec 400 balles par mois. Déjà ça calmerait quelques candidats. Et puis Éric Ciotti, lui, s'est tourné vers son invité du jour pour lui dire son total et entier soutien. Et oui, puisqu'il va falloir gagner dans la bataille, il sera à ses côtés. Hein. Ce sera difficile et exigeant, évidemment. Aujourd'hui, insiste Éric Ciotti, nous avons le devoir de la victoire. Non pas simplement pour notre famille politique, nous avons le devoir et l'exigence de la victoire pour la France, pour apporter à cette France une nouvelle espérance. Pour apporter à cette France une nouvelle espérance. Éric Ciotti et Valérie, c'est pour la vie. Voilà, c'était les Républicains. Et puis, Angela Merkel, Mouti, Angela, choup, choup, Angela. Choup, choup, Angela. Et bien là, que va-t-il se passer ? 5860 jours à la chancellerie, 16 ans de pouvoir, 67 ans, elle tire sa révérence à elle. Angela Merkel s'en va. Bon débarras pour certains, notamment les Grecs qui se rappellent de l'austère chancelière qui leur a pompé la vie, hein, les services publics, plus de retraite, là, tout ça grâce à la Troïka, avec Jean-Claude Juncker qui était là pour dire « c'est bien pour vous ». Et c'est là où tu vois la limite, hein, puisque Alexis Tsipras était quand même l'aile ultra-gauche quand il est élu, et puis très vite, il se met à plat ventre.
devant les bourreaux pour dire bah oui, vous avez raison, en fait. Oui. J'ai pas menti. Non, je vous ai pas menti. C'est juste on peut rien faire. Il y a des traités, on peut rien faire. Ah, mais alors pourquoi on les quitte pas parce que sinon ils vont nous tuer avec de l'argent magique qui n'existe plus. L'argent, l'argent, l'argent. Je sais plus quel auteur il disait le sang des pauvres, c'est l'argent. Enfin, voilà, c'est ça l'argent, le sang des pauvres. Ouais, très bien. Je vois que dans le chat vous parlez de très bons documentaires, c'est très très bien. Et donc Angela s'en va. C'est quand même elle qui a été un peu la reine d'Europe, quoi. On avait la reine d'Angleterre hein, qui est en train de... Bon, elle va pas très bien, mais bon, qu'elle a depuis toujours, hein, qui a connu tout le monde. Et puis Angela, bah, c'était un peu la reine de l'Europe. Elle connaissait tout le monde. Pareil, ah, vous avez un nouveau président. Oh, il est marrant, votre nouveau Premier ministre, là, avec son accent, là, puis ses lunettes, là. Comment il s'appelle? Jean. Ah, Jean, c'est bien français comme prénom. Je reprendrai bien du bar à la croûte de sel, merci. Donc voilà, elle s'en va et elle laisse planer le doute. Hein. Peut-être qu'elle va aller à Turin. Son mari, 72 ans, il y a un poste là-bas dans la recherche. Elle adore l'Italie. Elle se dit qu'elle va peut-être enfin pouvoir clamer son amour à l'Italie d'une autre façon. Donc peut-être une retraite italienne pour Angela Merkel. On ne sait pas. Elle parle de lecture, elle parle de fermer les yeux, de se retrouver ailleurs. Bref, elle joue sur un effacement derrière sa carrière de chancelière qui aura tenu l'Allemagne grâce à quand même une complaisance française et européenne qui lui a permis de faire un succès incroyable. Et puis, il y a cette plasticienne, photographe, qui a pris un portrait d'Angela Merkel. Voilà, elle s'appelle Erlinde Kobel. Et donc chaque année, à la même époque, elle prenait une photo d'Angela Merkel. Et vous pouvez voir derrière elle, hein, c'est toutes les photos, et c'est toutes les mêmes. Voilà, c'est bon, il y a quelques rides en plus, machin, mais avec Photoshop, tu vois plus la différence. Donc voilà, je trouve ça super. Il y a un côté warholien là-dedans. Ça sert à rien, mais pourquoi pas. Et je vous parlais, voilà, d'un stream deck de ouf. Voilà, c'est celui du Kremlin. Là, c'est quand Vladimir va parler à Joe. Alors, il y a une soucoupe volante qui est posée au milieu. Et vous voyez, il y a des écrans partout, la caméra, le plafond lumineux, le drapeau russe derrière. C'est là que Vladimir fait tous ses one-to-one importants. Moi, j'aime bien la table façon G8. Là. Tu sais jamais si c'est des fois, tu vois, tu rentres dedans et après, tu peux t'enfuir dans l'espace ou je sais pas où c'est une capsule. Je trouvais ça chouette. Et puis à Nice, cette nouvelle qui va sans doute passer inaperçue, mais qui fout les boules quand même, une centaine de cadavres de chats découverts chez un retraité. Et oui, une centaine de cadavres de chats dont la plupart étaient enfermés dans des boîtes en plastique ou en bois scellés ont été découverts dimanche chez un octogénaire niçois par des associations de protection des animaux. Donc je ne sais pas comment elles sont tombées sur le mec, si le mec a acheté des chats pour les enfermer dans des boîtes ou s'il les volait, s'il faisait une collection de chats morts. C'est pas mal aussi, hein, mais j'imagine l'odeur dans l'appartement et puis une pensée pour ces bêtes poilues qui n'avaient rien demandé, qui sont peut-être mortes dans d'affreuses souffrances pour cet octogénaire. Alors attention, j'espère que il a bien pris sa 3e dose, hein, parce que bon, quand même, les chats aussi sont des réservoirs à virus. Attention. Et puis Zurich-Paris, allez simple, la Suisse aurait payé le train à des migrants. Alors ça c'est pareil, imbroglio à la gare. Apparemment, c'est plusieurs migrants afghans qui ont déclaré avoir reçu leur billet de la part des autorités suisses pour venir en France. Sur la quinzaine qu'ils sont, 5 sont éligibles au droit d'asile, selon les règles de Dublin, donc c'est-à-dire qu'ils doivent retourner dans le pays d'entrée qui est l'Autriche pour avoir le droit d'instruire un dossier. Pour les autres, c'est plus compliqué, mais surtout, ils annoncent avoir reçu les billets directement du gouvernement helvétique qui dit « Oh, c'est par là !» Allez-y, et on vous le paye, oui c'est gratos, c'est cadeau. Évidemment, les Suisses nient en bloc, en disant pas du tout. C'est pas nous du tout, non, on n'a pas du tout payé les billets. Qu'est-ce que vous racontez, monsieur Darmanin? Et là, on se rend compte que c'est compliqué de gérer quand même les migrations, hein, surtout si on veut faire des murs, si on veut contrôler concrètement avec Schengen. Il n'y a pas de solution miracle. C'est Dublin, bien sûr, il va falloir trouver une solution pour revenir dessus ou rendre l'étude des dossiers plus facile.
Et puis après, ben, la collaboration entre les États européens, puisque jusqu'à présent, c'est l'hypocrisie qui est la reine des batailles, et puis la guerre de tous contre tous, plutôt qu'une réelle coopération dans ce dossier majeur, notamment pour l'Afghanistan, puisque là, on a affaire à des gens dont certains ont besoin de ce droit d'asile, puisqu'ils sont menacés directement par le régime des talibans. Mais comme le disait Emmanuel Macron, il va falloir gérer ce flux migratoire inattendu. Donc on va voir comment. Mais avec Gérald, on est bien protégé. Parce que là, les flics, ils ont encore fait une saisie de 10 grammes de cannabis dans un lycée agricole. Un truc de ouf. Un truc de dingue. Euh, euh, donc on est bien protégé de tous les trafics. Et puis, c'est dans les Échos. Les Échos, c'est Bernard Arnault. Les Échos, c'est Bernard Arnault. Les relocalisations d'activités s'accélèrent, mais créent peu d'emplois. C'est dommage, hein, parce qu'on s'est dit, tiens, on a trouvé une solution à la crise, on va refaire plein d'usines qui polluent chez nous. Alors déjà, quand tu vois le bordel que c'est quand tu veux faire un aéroport ou un barrage, imagine mettre une usine de produits chimiques dans n'importe quelle région, je pense que ça passe pas auprès des riverains. Et donc il y a quelques relocalisations qui arrivent, mais qui créent peu d'emplois. Et pire encore, par exemple, le plan voiture électrique, il a été chiffré et ce serait une destruction de 500 000 emplois dans le secteur automobile en Europe d'ici à 2030. Alors, avec la création d'environ 200 000 emplois, donc une destruction brute de 300 000 emplois dans le secteur automobile pour faire plaisir aux Chinois, puisque la batterie, la voiture électrique, c'est encore une industrie qui profite au régime chinois. Donc tu te dis, mais qui sont ces gens qui font les plans Ah, bah, c'est François Bayrou. C'est vrai, c'est lui qui est commissaire au plan, mais je suis con, j'avais oublié. Et donc voilà, donc on se retrouve quand même avec de drôles de choix avec lesquels il faut faire. Donc ça se relocalise, mais ça ne sert pas à grand-chose. Et puis, ce drôle de sommet pour la démocratie, organisé par Joe Biden, qui est en fait un sommet pour montrer du doigt les régimes ennemis des États-Unis, hein, tout simplement. Donc là, il dit, vous êtes gentils, vous prenez du Coca-Cola, vous prenez des armes américaines, vous êtes prêts à mettre un dictateur d'extrême droite à la tête du pays pour lutter contre les communistes, donc vous êtes démocrate. Voilà. Les autres, vous êtes méchants. Donc du coup, même ça s'est vu tellement c'était mal fait. Donc ils ont dit c'est un peu gênant. Y a certains pays qui se disent je sais pas si c'est une bonne idée, j'ai pas super envie d'y aller. T'es sûr, Joe? Mais absolument. Bon, ok, mais bof. Et donc voilà, c'était une drôle de façon de faire, je trouve. Mais c'est comme ça. Mes amis, c'était l'excellente, si ce n'est l'impressionnante, la formidable, la fulgurante revue de presse du monde moderne. Elle a lieu tous les matins à 9h ou presque. Demain, c'est 9h30 puisque j'ai une chronique avant ça. Le jeudi, c'est Antoine et le vendredi, c'est retour à un format classique que vous connaissez tous, la revue de presse du monde moderne. Vous l'adorez, vous l'aimez et moi aussi. Et puis, pour les abonnés, voilà, vous aurez donc l'accès à cet objet d'une valeur inestimable, l'élastique à chip du monde moderne. Regardez, c'est écrit dessus. Ceci n'est pas un élastique. Voilà, avec le logo, je ne sais pas où est le logo, mais voilà, c'est très beau. C'est très beau. C'est très beau et je sais que vous en mourrez d'envie. Et donc pour recevoir cet élastique, il faut être abonné. Voilà, bienvenue. Bienvenue. Je n'arrive pas à lire. C'est Pam Bleu. 7 mois d'abonnement, donc pas bienvenue. C'est la famille, 7 mois d'abonnement. Là, c'est vraiment... merci beaucoup. Et donc pour recevoir, cet élastique à chibre, une seule adresse, celle du monde moderne, 112 avenue de Paris, CS, voilà, et Vincennes Cedex. Enveloppe timbrée, s'il vous plaît, pour recevoir ce magnifique objet à votre adresse. Vous pouvez également, dans cette enveloppe, envoyer des poèmes, des mots de tous les jours, des discours officiels, des documents confidentiels aussi. Vous pouvez être lanceur d'alerte, que sais-je encore, ou rien du tout. Simplement une enveloppe timbrée à votre adresse pour recevoir ce magnifique bracelet en plastique made in China qui a traversé beaucoup d'épreuves pour arriver ici et pour bientôt être à votre poignet. Vous aussi, vous aurez ce style inimitable du monde moderne. Et voilà, lors des dîners de famille de fin d'année, paf, pas plus de 6, paf.
C'est un monde, oui, définitivement moderne. Enveloppe simple, timbrée, enveloppe timbrée, si vous pouvez. Le prochain 20h, je ne sais pas, on verra. J'ai pas prévu ce soir, peut-être jeudi, oui, peut-être. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente journée. Restez optimistes. Hein, c'est comme une campagne présidentielle. Il faut de l'espérance et puis il faut de la puissance, il faut de la force. Notre talisman à nous, ouais, non, on n'en a pas besoin, c'est ça. C'est hypoallergénique, je ne crois pas, vu l'odeur. Je pense que c'est dangereux. Mais il faut essayer. On ne sait jamais. On sait jamais. En tout cas, merci d'être fidèle à cette revue de presse. Merci de votre bonne humeur aussi. C'est important par les temps qui courent. Bon courage et prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et à demain. Ciao.